Bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag sport à la une. Nous sommes à presque 10 jours du premier match entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et aussi en attente de la prochaine liste des Lions qui vont affronter les Diourtou. Pas de grosses surprises a priori, mais toujours des chantiers. Comment et avec qui améliorer le contenu du jeu des Lions? C'est le débat que nous posons ce soir avec nos deux invités, Adama Ndione et Bakary Cissé, deux journalistes sportifs. Beaucoup de tensions autour de la prochaine Assemblée générale du Stade de Mbour afin d'élire le nouveau président du club. Deux candidats sont en lice après le désistement du président par intérim Abdoulaye Gueye. El Hadj Amadou Wade As et Moussa Mbaye donc sont les deux candidats. Nous vous proposons ce soir un dossier sur cette Assemblée générale, les enjeux, un dossier préparé par notre correspondant Abdourahmane Diallo. Basket, la publication des listes se multiplie, des listes élargies pour les U18 garçons et filles après détection. Et puis en équipe A aussi, Boniface Ndong a ratissé large pour préparer la fenêtre de novembre des éliminatoires du prochain Afrobasket. Remaniement gouvernemental, Matarba garde son poste de ministre des Sports et appelle au pragmatisme, à l'efficacité, un mot d'ordre à l'endroit notamment de la jeunesse. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Liste sportif évidemment, cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir Bakary et Adama également, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir Bakary. Bonsoir Fatou. Bonsoir Adama. Bonsoir Fatou, à Bakary, à toi et à Cher aussi et à tous les téléspectateurs de la TFM. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons débattre de l'actualité des Lions, mais aussi de l'actualité sportive tout court, avec notamment ce remaniement gouvernemental intervenu hier. Vous le savez, Matarba qui garde son poste et reste ministre des Sports, un poste qu'il occupe depuis 2014. Il se rapproche lentement, mais sûrement du record de longévité du feu François Bopp au département des Sports. Un record de 7 ans. Le ministre des Sports qui appelle au travail, au pragmatisme et à l'efficacité avec une pensée particulière pour les jeunes. Est indispensable pour le développement économique et social de ce pays. Les jeunes ont besoin de trouver leur voie dans le sport. Les jeunes ont besoin de s'épanouir. Et tout cela avec les missions que le président Macky Sall vient de nous confier. Ensemble des Sénégalais, pour qu'on sache que ce pays nous appartient. Le président Macky Sall a fini de démontrer que c'est la patrie avant le parti. C'est vrai qu'il y a toujours une famille politique, mais la position du chef de l'État montre que l'intérêt général, qui est l'intérêt du pays, est supérieur à tout intérêt particulier. C'est pourquoi nous tous, nous devons relativiser nos positions, savoir qu'effectivement, le président ne fait que œuvrer pour le développement économique et social de ce pays. Alors Adama, un ministre qui a des chantiers en cours, évidemment, aussi bien au plan infrastructurel qu'administratif. Quand je parle de ça, notamment, je pense à l'élection du nouveau président du CNG. Mais comme on le disait, depuis 2014, Matarba est à ce poste. Il s'est bien installé et quand même, il dure, ce qui n'est pas facile dans ce giron politico-sportif. Surtout, sous nos cieux en général, les ministres, la plupart du temps, n'ont pas cette longévité à leur poste. Si vous faites en tout cas une petite exploration des autres ministères, en tout cas ici au Sénégal, rares sont ceux qui vont au-delà de 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 2, 3, maximum 4 ans et ils sont souvent remplacés. Et je pense que Matarba, le fait qu'il rempile encore une fois, cela peut peut-être s'expliquer quelque part politiquement, je ne sais pas. Mais à mon avis, moi je pense qu'il y a une certaine part en tout cas, de raison et de quelque chose de très positif en ça. En ce sens que c'est quelqu'un qui a toujours, en tout cas, eu une oreille attentive vis-à-vis du mouvement associatif et du mouvement du sport de manière générale. Moi, je pense que Matarba, moi, je l'ai personnellement connu, j'ai eu à le rencontrer aussi à plusieurs reprises, et je pense que c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est très humble, qui est très ouvert et qui est toujours enclin, en tout cas, à échanger avec les uns et les autres. Donc, je pense que le chef de l'État décide, en tout cas, de le laisser encore à ce poste ministériel en charge des sports du Sénégal depuis 2014, moi je pense que c'est quelque chose qui est quand même très réfléchi et somme toute, moi je pense que c'est quelque chose de positif en tout cas dans tout cet attelage. Moi je pense que le fait qu'il soit resté au département du sport, ça lui permettra d'abord de continuer en tout cas le dialogue qu'il a déjà commencé à nouer avec les différentes fédérations nationales. Et aussi, ça lui permettra surtout de davantage continuer les projets qu'il avait déjà enclenchés. Parce que le Sénégal, vous le savez autant que moi, et en tout cas,
est en train de préparer de très grands événements sportifs, notamment les JOJ de 2022 26. et 26 finalement, autant pour moi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et je pense que puisque lui, il était très impliqué, surtout depuis l'Argentine, avec l'octroi de cette organisation au Sénégal jusqu'à maintenant, que l'on s'inscrive dans la continuité, moi, je pense que c'est quand même quelque chose de positif et c'est à saluer. Alors, Bakary, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, qu'est-ce que vous pensez? Il y a des chantiers en cours. Parfois aussi, quand on est installé longtemps à un poste, on a un peu plus de mal parfois à prendre certaines décisions. Je sais qu'il y a des chantiers, notamment pour le remplacement, par exemple, l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de handball. Il y a des chantiers infrastructurels. Il y a un travail à faire aussi avec nos équipes nationales de basket, de football. Bon, le profil de Matar Ba, pour la continuité, c'est l'idéal. Oui, je pense que, bon, quelque part, ça peut paraître anodin, mais la longévité de Matar Ba à son poste se justifie par le fait qu'il a réussi à tisser l'unanimité autour de lui. Cela ne veut pas dire effectivement qu'il est parfait, non, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le ministre idéal pour le sport parce que Matar Ba, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un homme du milieu qui a vraiment côtoyé ce sport depuis sa tendre jeunesse. Aujourd'hui, il est en train de gérer d'une main de maître le département ministériel. Mais quelque part, oui, ça peut paraître aussi lassant qu'il continue à rester au poste et tout, à ce poste-là. Peut-être que lui-même, il aurait préféré continuer dans le gouvernement, mais ailleurs. Mais le landerneau du football sénégalais du sport sénégalais pense que oui, Matar Ba est à son poste. Maintenant, les décisions, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de grandes décisions qui doivent être prises. Et je pense que Matar Ba sera assez courageux à prendre ces décisions-là. Bien sûr. Oui, je pense qu'il a eu la chance quand même d'être tombé sur une génération de footballeurs en équipe nationale qui gagnent. Parce que souvent, les équipes nationales en Afrique dévorent des ministres des Sports, mais lui, depuis qu'il est là, je pense qu'il n'y a que... On a fait 2012. Il n'y a que 2015. Non, 2015, oui, 2015, où ça ne s'est pas bien passé. Où l'équipe a carrément échoué, mais il a continué. Après, Aliou est venu et on a vu ce que ça a donné. Et quelque part aussi, ça a participé à cette longévité. Il y a également le basket qui a gagné sous son magistère. Mais aussi, Adama l'a dit, c'est un homme ouvert, affable, qui communique avec tout le monde. Et cela, quand même, aide en sa faveur. Mais aussi, il faut le souligner. Il y a des chantiers énormes qui l'attendent. Parce que là, on va entrer dans une crise post-Covid où le sport était complètement à l'arrêt. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura des urgences partout pour la reprise. Ça va être extrêmement difficile pour les clubs. Et il était même attendu durant cette crise. Et les sportifs se sont beaucoup plaints, notamment les footballeurs, les basketteurs, de n'avoir pas quand même reçu ce soutien de l'État. Il faut le dire, pas de subvention. C'est vrai que les fédérations sont intervenues, mais le ministre des Sports en tant que tel, l'État en tant que tel, n'a pas quand même été au soutien de ce monde sportif sénégalais. De toute façon, nous lançons officiellement une invitation au ministre des Sports. C'est l'occasion ou jamais. Comme lui-même l'a dit, il a des chantiers, des dossiers en instance qu'il doit régler, mais nous serons ravis de le recevoir sur ce plateau. Pacifier aussi certaines disciplines comme le hand, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, où c'est vraiment pas l'union. Le basket également, entre la le lutte CRBS et l'équipe fédérale qui veut réformer les textes alors que tous les acteurs ne sont pas d'accord. Il va falloir qu'ils arbitrent la lutte, comme vous l'avez dit. Je pense que quand même... il y a des dossiers chauds entre les mains. Il ne va pas se reposer. Pas du tout. En tout cas, nous espérons, comme je le disais tout à l'heure, le recevoir très rapidement sur ce plateau avec les dossiers en cours ou en instance. Alors, au premier conseil des ministres donc, de ce nouvel attelage gouvernemental, vous le savez, prévu après-demain, il y aura un autre visage que nous connaissons bien dans le milieu du sport, plus particulièrement celui du foot, en l'occurrence Abdoulaye Sow. Premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, nommé depuis hier ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, ce qui l'obligerait à renoncer à certains postes. Bakary, en tout cas, vous en avez parlé aujourd'hui dans Record. On connaît Abdoulaye Sow comme aussi un monsieur de ce sport, notamment du football, avec pas mal de responsabilités. Président de la Ligue de Kaffrine, deuxième vice-président de la Fédération, président de la Ligue amateur de football.
Est-ce qu'il peut renoncer à tout ça? Je pense que nous n'avons pas la prétention de le sortir du football. Et par ma voix, le journal Record félicite monsieur le ministre Abdoulaye Sow, que nous connaissons bien, qui est un homme très courtois, très engagé et qui ne fouille jamais ses responsabilités, comme on le dit chez nous, sportifs. Bon, au jour d'aujourd'hui, il faut juste faire l'analyse de la chose pour se rendre compte effectivement que le football sénégalais va perdre son Abdoulaye le temps qu'il fasse son travail au niveau du ministère de l'Habitat. Aujourd'hui, ce ne sera pas de gaieté de cœur parce que tout le monde sait l'impact que Abdoulaye Sow a dans la Fédération sénégalaise de football, dans le football tout court, parce que oui, il est le président de la Ligue régionale de football de Kaffrine. Il est en même temps le président de la Ligue amateur et le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, chargé de la commission juridique. Donc Abdoulaye Sow est souvent au front, c'est lui qui va aux missions de prospection, celui qui essaie de prendre en amont, de régler en amont les problèmes que l'équipe nationale pourrait rencontrer à chaque fois que les Lions se déplacent. Mais aujourd'hui, il faut juste faire la lecture pour effectivement dire que Abdoulaye Sow va sortir du football. Maintenant, lui, il ne veut pas l'entendre ça ainsi parce que... Ah bon, il vous a déjà contacté pour vous dire non, que... il a déjà accordé un petit entretien à l'APS, à l'agence presse sénégalaise, pour dire qu'il ne peut pas quitter sa famille naturelle qui est le sport et notamment le football. Maintenant, on verra, est-ce qu'aujourd'hui, son calendrier démentiel au ministère de l'Urbanisme lui permettra de se déplacer ou d'assister aux réunions ou de faire des missions de prospection au bénéfice de l'équipe nationale. On ne sait pas, bon. Attendons de voir. C'est vrai que peut-être sur les dernières années, enfin les derniers mois, on l'a vu moins présent sur les activités du football, parce que déjà il était directeur du COUD. Adama, alors, juguler ce genre de... Parce que le sport, c'est d'abord une passion. Ouais. J'imagine que voilà, on travaille au contact des gens, on travaille sur le terrain. Maintenant, il y a des fonctions étatiques qui demandent même une certaine posture. Est-ce que ces deux fonctions sont compatibles? Et c'est d'ailleurs en ça qu'on peut se poser la question. Aujourd'hui, il est ministre. Le poste ministériel, c'est une institution de la République. Et aujourd'hui, il y a le chef de l'État qui a eu confiance en lui, qui l'a consulté au préalable, avec qui ils ont dû discuter d'un certain nombre de choses. Et probablement, moi, je pense, en tant que citoyen, je pense que en tout cas, en amont, il y a certaines précisions qui ont été déjà faites. Voilà, cela étant dit, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'un poste ministériel, c'est tellement contraignant que je ne pense pas qu'il puisse, en tout cas lui-même, malgré, au-delà de la passion qu'il peut avoir pour le sport, moi je pense que par rapport, pour l'intérêt, en tout cas, de la position qu'il occupe, et par rapport à sa productivité et de la qualité du travail qu'il peut fournir en tant que ministre aujourd'hui, moi je pense que peut-être lui-même, il peut, en tout cas ne serait-ce que de manière officielle, il peut de manière officieuse continuer à évoluer dans le domaine du sport, parce que c'est quelque chose qui peut être sa passion. Abdoulaye Sow, on le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui aime très bien le sport, qui a quand même dans les dernières années beaucoup contribué en tout cas par rapport à l'environnement organisationnel de notre équipe nationale de football et de notre football en général. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Et il faut se rappeler juste d'abord et avant tout que lui, c'est un administrateur civil. Donc c'est un administratif qui est allé dans le sport parce que le sport c'est sa passion. Il est leader, c'est un dirigeant de club. Mais je ne pense pas qu'il puisse en tout cas cumuler son poste ministériel à ses activités électives au sein justement de la fédération. Maintenant, est-ce que l'autre souci ce sera du côté de la fédération? Quelles sont les dispositions? C'est ça ma préoccupation. Dans ce cas de figure, normalement, ça doit communiquer très vite. La fédération, ça doit passer. Je me dis qu'a prévu ce genre de situation. Et aller plus ou moins, entre guillemets, en besogne, vite en besogne, en disant qu'a priori, c'est le premier vice-président, Amadou Zamadou, qui doit relayer, donc aussi bien au niveau de la Ligue amateur
derrière, au niveau de la Ligue de Kaffrine, c'est le premier vice-président qui doit suppléer. Oui, mais le concerné lui-même, à la personne d'Abdoulaye, a dit effectivement pour la Ligue régionale de Kaffrine, ce sera difficile pour lui de cumuler les postes, mais pour l'équipe nationale, pour la fédération, il sera là. Maintenant, attendons de voir, comme je l'ai dit, nous, on n'a pas la prétention de dire oui, qu'il va carrément sortir. Je pense que les textes sont là. Et lui-même, le connaissant bien, c'est un homme de défi. La preuve, le travail alléchant qu'il a fait au niveau du coude, moi je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, je lui ai dit, mais attendez, président, oui, mais Bakary, vous connaissez Abdoulaye Sow, vous avez voyagé avec lui, vous avez, je ne sais pas, couvert des missions qu'il a effectuées pour l'équipe nationale avant même que l'équipe soit sur place. Est-ce que sur le terrain, vous le voyez continuer d'abattre ce travail-là tout en étant ministre? Bon, ça sera difficile, c'est ce que je tente de vous expliquer. Aujourd'hui, Abdoulaye, c'est un homme de défi, comme je l'ai dit. Au-delà de l'aspect prospection, parce que c'est vrai que c'est un aspect sur lequel on a beaucoup insisté, mais comme je l'ai dit récemment, on a vu qu'il faisait moins de missions de prospection, parce que je pense que tout ça... Il en a fait, hein, attention, même quand il était directeur du COUD, il a voyagé avec l'équipe nationale. Ça, mais pour des missions de prospection, bien sûr, avant les matchs, on était ensemble, on a voyagé ensemble en Eswatini. Il était récemment au Maroc avant tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que c'est un homme de défi. Il aime bien ça. Il est dans son monde. Maintenant, essayons de voir, est-ce qu'aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit, ce portefeuille ministériel très compliqué qu'on lui a confié, est-ce qu'il pourra allier son travail de ministre de la République et son travail de président de la Ligue amateur de foot ou de deuxième vice-président de la fédération? Est-ce qu'il pourra allier les deux? Ça, c'est à ce niveau que se trouve la grande question. Maintenant, je pense, oui, la fédération devait communiquer dessus. Mais, bon, ce sont des postes... je pense aussi que derrière tout cela, il y a la responsabilité individuelle même de la personne qui est engagée. Est-ce que lui-même, il pense qu'il peut dire que oui, je peux continuer ou non, je ne peux plus continuer, mais je pense que oui, c'est juste une relève. Oui, on va terminer là-dessus. Oui, très rapidement. C'est justement là où je voulais terminer, parce qu'aujourd'hui, il ressort de sa responsabilité individuelle. Voilà, parce que nous sommes tous des êtres humains. On sait que pour certains postes de responsabilité, afin que vous soyez plus rentable, plus productif, vous ne pouvez pas cumuler des postes qui exigent des réunions de coordination régulières. Voilà. Et ça, de ce point de vue, c'est de sa responsabilité. De l'hygiène publique. Chaque semaine, il sera en conseil des ministres. Si le gouvernement n'est pas en vacances, est-ce qu'il pourra cumuler, parce que parfois le mercredi, ça peut coïncider avec les réunions du comité exécutif de la Fédé. Est-ce qu'il pourra être à la fois et en réunion sauf s'il a le don d'ubiquité. Voilà, exactement. Maintenant, bon, comme on le dit, Abdoulaye Sow, c'est Abdoulaye Sow. Bon, non pas affaire à suivre, mais nous serons bien sûr éclairés très rapidement, soit par rapport à la Fédération sénégalaise de football ou par rapport tout simplement à une sortie du ministre concerné. On va parler à présent de basket avant de revenir sur le débat bien sûr qui nous concerne ce soir, à savoir la liste prochaine des Lions et le jeu que nous attendons. On va parler de basket où là également les listes sortent les unes après les autres pour les différentes sélections, pour les U18 notamment dames, 21 joueuses présélectionnées par Ousmane Diallo avec un stage qui va démarrer à partir de demain. Les détections se sont déroulées dans les différentes régions et à Dakar. Les Lioncelles, vous le savez, se préparent pour l'Afro-Basket féminin prévu du 1er au 10 décembre 2020 au Caire en Égypte. L'Égypte va aussi accueillir l'Afro-Basket masculin, toujours dans la même catégorie et dans la même période. Le même process a été appliqué. Et 25 garçons figurent dans la liste de Madiane Fall, sélectionneur de l'équipe U18 masculine. Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine a lui aussi ratissé large en faisant appel à 25 joueurs pour préparer les éliminatoires du prochain Afrobasket, dont la première fenêtre, vous le savez, est prévue au mois de novembre prochain. Des cadres, des espoirs et des bleus, c'est une liste qui donne forcément espoir sur le papier, cher Salivou Diarra. Pour sa première liste, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal ratisse large. 25 joueurs présélectionnés pour la préparation du tournoi de Kigali au Rwanda. Outre les cadres Mohamed Faye, Gorgui Sidien entre autres, Boniface Ndong fait appel à 12 nouveaux. La promotion pour des jeunes comme l'ailier Amar Silla et quelques attractions. Les pensionnaires de la NBA, Georges Niang des Utah Jazz et Taco Fall des Boston Celtics.
De nombreux renforts dont les venus sont loin d'être assurés. Si certains sont au début de la saison avec leur club respectif, d'autres viennent de terminer la leur il y a quelques semaines. Le début du regroupement prévu au plus tard le 15 novembre, soit 10 jours avant le début de la fenêtre de novembre des éliminatoires, édifiera sur leur présence ou non. À Kigali, le Sénégal se mesurera au Mozambique, au Kenya et à l'Angola dans la poule B des qualifications de l'Afrobasket 2021. Voilà, merci cher Sadi Boudira. Alors, cher Tidiane, très rapidement, sur cette liste, comme je le disais, sur le papier, elle vraiment, entre guillemets, elle a de la gueule. Non, mais quand même, je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux que ça. On a le meilleur du basketball sénégalais quand même dans cette liste de Boniface, mais le défi, quand même, c'est de faire en sorte qu'il soit là. Et c'est ça le problème, surtout les joueurs qui évoluent en NBA. Il y en a qui ont terminé très tard, à l'image de Tako, d'autres qui ont fini, qui démarrent, à l'image de Georges Junior avec les Utah Jazz. Et dans ce contexte-là, quand même, ça va être extrêmement difficile de les avoir. Gorgui Sidian aussi, on ne sait pas. Est-ce qu'il va venir ou pas, quand même. Il y a aussi des universitaires tels que Lamine Diané qui sont dans cette liste. Quand même, c'est des joueurs à fort potentiel. Mais quand même, est-ce qu'on va les avoir pour ces fenêtres? Telle est la question, mais en tout cas, c'est une liste qui a de la gueule, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Mais moi, je crois savoir que le sélectionneur a oublié Dalmeda. Oui. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer d'un joueur comme Han Dalmeda avec tout ce qu'il a fait? Si, Dalmeda, quand même, c'est quand même... Je pense qu'il est plus proche de la sortie. De la sortie. Surtout avec l'âge peut-être, parce que ça fait longtemps qu'il est là, je pense bien. D'autant plus qu'avec son poste de meneur, apparemment, le sélectionneur a eu à prospecter. Et je pense qu'il y a 4 meneurs qui ont été appelés. Et je pense que de ce point de vue, certainement, en plus Boniface Ndong, j'allais le dire, c'est quelqu'un qui, quand même, en tout cas, qui a une bonne carte d'identité par rapport au basket national. On le connaît, on se le rappelle en 2006 déjà avec cette CAN à laquelle le Sénégal était, on a perdu, je pense, en finale. C'est quelqu'un quand même qui vraiment qui bénéficie en tout cas d'une bonne presse. On espère tout simplement avec ces 27 joueurs appelés qu'il va faire comme l'a dit Cher Tidiane, c'est de voir quels sont les meilleurs qu'on pourrait avoir. Et surtout, je pense que notre plaidoyer a été entendu à propos de l'assistant vidéo. On dit que c'est Rémi qui évolue chez les Sixers de Philadelphie. Tout à fait. Oui, j'ai lu ça. Maintenant, il y a quand même une part d'incertitude. Ça, c'est une réflexion. C'est-à-dire que vous prenez 25 joueurs, il n'y aura pas de regroupement au Sénégal. Normalement, ils se retrouvent directement à Kigali pour faire le travail et donc démarrer la compétition avec cette part d'incertitude. Est-ce qu'on va charcuter une fois arrivé sur place? Imaginons qu'il y ait 25 joueurs qui sont sur place, qui viennent, on doit faire le regroupement, comment ça va se passer? Donc, c'est quand même assez particulier comme contexte. Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, par exemple, on peut, en tout cas, faire comme chez le football, généralement, les coachs, ils peuvent ratisser large pour pallier, en tout cas, certaines absences. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ce que Cher vient de dire? Et ce contexte Covid aussi. Il y a le contexte Covid. Bon, voilà, il y a des tests qui vont être effectués, certainement, des joueurs qui seront positifs. Jusqu'actuellement, c'est à la mode pratiquement tous les sportifs. Joueurs, certainement, il se dit, quelque part, s'il perd 4, c'est pas mal. S'il perd 4 ou 4, s'il perd 4, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, là aussi, je pense, moi, c'est surtout sur le plan administratif, parce qu'il ne faut pas oublier que récemment, Gorgui Sidian a passé plus de temps à régler des problèmes administratifs avec les fédéraux qu'à se concentrer sur le terrain. Donc ça, là aussi, c'est un autre problème qu'il faudra régler parce que tout le monde sait. En tout cas, Moustapha Gueye, de passage ici, nous a parlé d'un règlement intérieur que désormais tous les joueurs vont signer avant d'intégrer cette tanière. Il faut résorber certains problèmes, entre guillemets, certains non-dits, parce qu'on sait qu'il y avait eu aussi des problèmes entre guillemets, de cohabitation entre certains joueurs avec des égos très marqués, très forts. Donc, comme vous le dites si bien, Boniface Ndong a bonne presse. Je pense qu'il a eu à discuter avec l'ensemble des acteurs qu'il a mis sur cette liste, qui ont donné leur accord pour pouvoir participer à ces éliminatoires. Comme on le dit maintenant, on espère que vraiment un maximum de personnes sera là, en tout cas les meilleurs du moment. Alors, on va parler à présent de football avec cette Assemblée Générale, vous le savez, qui suscite des tensions et qui tarde à se tenir pour le Stade de Mbour. Pourquoi? Nous tentons de comprendre ce soir les éléments à l'origine de ces dissensions. En tout cas, le président par intérim depuis la démission de Saliou Samb, Abdoulaye Gueye, a lui renoncé à sa candidature afin de soutenir El Hadj
parrainage Amadou Wade Dias. L'autre candidat s'appelle Moussa Mbaye. Alors que la commercialisation des cartes de membres est en cours, les stadistes s'en remettent aussi aux autorités préfectorales pour que cette élection puisse se tenir dans des conditions de sécurité maximale. Nous suivons le dossier préparé ce soir par notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo. La démission de Saliou Samb à la tête du stade de Mbour, le club n'a pas encore renouvelé ses instances. Li ñuy xaar ci stade de Mbour mooy li ma leen wax tout le temps nañu yóbbu équipe bi foo xamante ni bu ñuy tiitee wala bu ñuy ragal mooy. Ce que le stade de Mbour a besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui fera mieux que Saliou Samb, car ce dernier a fait de bons résultats. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir relever le défi, de changer le visage du club, essayer de mettre en valeur tout ce que le stade de Mbour a eu, mais aussi de consolider les acquis. L'objectif, c'est ça. On a besoin de dirigeants qui vont mouiller le maillot, de dirigeants qui vont plus prendre comme priorité le stade de Mbour. Am na tuuti luñ ko yaakaar loo xamante ni stade de Mbour war na ci mën a gis boppam ba dépasser li nga xamante moom la Saliou Samb liggéeyoo. Deux candidats sont en lice. Il s'agit de Aswad et Moussa Mbaye. En tant que stadiste ñun yaakaar naa profil bi ñu gën a soxla mooy président boo xam ne day mën a indi. On n'a pas besoin d'un dirigeant qui va gérer ce club comme sa propre affaire. On a juste besoin d'une équipe professionnelle qui connaît le football, qui connaît la réalité du championnat, mais aussi qui peut donner l'air du professionnalisme à ce club. On veut des dirigeants qui comprennent les enjeux, mais aussi des dirigeants qui se sacrifient pour le club. La prochaine équipe devrait être une équipe qui va plus se concentrer sur l'essentiel. On a besoin d'une équipe professionnelle qui sera à la hauteur du championnat professionnel. War nañu mën a am benn président boo xam ne daal day moderne mën a taxaw comme yeneen club yu mag yi ni ñuy taxawee ci seen club yi daal. À l'image de plusieurs clubs sénégalais, le stade de Mbour a toujours été géré par une ou deux personnes. Au-delà du stade de Mbour, ce problème de renouvellement d'instances, des équipes ou des clubs au Sénégal, c'est un problème réel au niveau de l'ASAC Ndiambre, du Casa Sport, du stade de Mbour. Moi, je pense que les textes de renouvellement ou les statuts sont un peu obsolètes. Dans la mesure où, il y a de cela 10 ans que le Sénégal ou le football sénégalais entre dans l'ère du professionnalisme. Donc, on devrait voir véritablement les textes qui régissent donc, ces associations ou ces clubs. On disait que c'est le comité directeur qui élit le président. Maintenant, à partir de l'ère du professionnalisme, on devait normalement revoir la manière de faire. En quoi faisant? Le football présentement, c'est une industrie. C'est des milliards et des millions. On ne devrait pas prendre des mécènes ou des bénévoles pour diriger un club. Un supporter qui date de 1960, il te dit souvent qu'on a créé l'équipe. L'équipe, c'est une équipe historique, un club mythique. Non, non, non. C'est une industrie. L'Assemblée générale du stade de Mbour n'est pas encore fixée. Les Mbourois attendent la décision du préfet. Voilà, pour un peu plus d'éclairage, nous sommes en ligne avec Talangom, qui est professeur, enseignant de formation en service au CM de Saly. Il a soutenu un mémoire sur le management du sport, marketing et gestion des clubs sportifs en 2009, avec comme thème l'élaboration d'une nouvelle stratégie de communication pour une meilleure visibilité des clubs de foot au Sénégal, en prenant notamment le Stade de Mbour comme cas d'étude. Alors, Monsieur Ngom, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Allô? Allô, oui, Pardon? Allô? Monsieur Ngom, vous m'entendez? Oui, je vous entends, bonsoir. Alors, on va faire réagir nos invités en attendant. Non. On n'a pas le retour ici. Nous n'avons pas de retour, nous n'entendons pas. Allô, oui, bonsoir. Alors, les aléas du direct. Monsieur Ngom, vous m'entendez? Oui, je vous entends, bien sûr. Très bien, nous vous entendons, mais faiblement. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un peu nous camper le décor? Comment expliquez-vous qu'il y ait autant de tensions pour une élection d'un président de club dans un contexte aussi difficile, notamment économique ici au Sénégal? Comment vous expliquez ce qui se passe au Stade de Mbour? Oui, donc ce qui se passe au niveau du Stade de Mbour, donc moi, de toute façon, je ne fais pas de parti pris, donc voilà, parce que quand même,
Je suis un agent de développement. Donc j'aime mon club, j'aime ma ville. Donc j'ai eu à soutenir par rapport au Stade de Mbour. Et puis par rapport à ça, donc tous les et autres. Donc moi je me dis donc voilà, je me mets à l'écart, tout en disant donc bon, ce que je prends c'est l'intérêt de la commune de Mbour, c'est l'intérêt du département de Mbour. Et puis par rapport à ça, donc tout ce qui est divergent, de toute façon, on va se réunir autour d'une table et donc on va parler le même langage. Donc moi je me dis donc voilà, donc par rapport à ces problèmes et tout ça, il n'y a pas de problème, hein. On est tous mbourois et on continuera à gérer le stade de Mbour qui est l'équipe fagnon du département de Mbour, hein. C'est pas la commune de Mbour, c'est le département de Mbour. Toutes les équipes que vous voyez, Touré Kunda et autres, donc tout ça je ne veux pas citer, sont des dérivés du stade de Mbour. C'est des gens qui ont évolué au niveau du stade de Mbour et qui quand même, au fond du cœur, apportent un soutien au niveau du stade de Mbour. Moi, de toute façon, donc c'est ça. Il n'y a pas de divergence. Hein. Il n'y a pas de divergence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut quand même diriger, mais je pense que donc, voilà, on va trouver un terrain d'entente. Et puis, quand même, le stade de Mbour restera une équipe qui sera indivisible. Donc voilà. Alors justement, ce genre de choses ne favorise pas une meilleure visibilité d'un club de foot. Pour rebondir un peu sur votre thème de mémoire, aujourd'hui, on se pose des questions sur l'avenir d'un club comme Stade de Mbour, sur le plan sportif, avec notamment cette démission de Serigne Saliou Samb. Et maintenant, aujourd'hui, encore des dissensions. Comment vendre l'image d'un club dans un tel contexte ? Oui, moi j'ai eu à travailler avec l'ancien président du Stade de Mbour, Karim Sarr. Donc voilà, mes débuts, c'était avec Karim Sarr, avec qui j'ai eu à travailler avec lui, donc durant tout le séjour, donc voilà. Et puis par rapport à ça, moi quand j'ai eu à faire une formation en management de gestion, des ressources humaines, donc management du sport. Ma seule préoccupation, c'était de dire, donc voilà, je vais soutenir sur mon club en étant enseignant de profession et en étant sportif formé par le mouvement Navetan. Donc moi, je me suis dit, donc voilà, je vais fédérer. Je ne vais pas prendre de parti, je n'ai pas de parti, que ça soit un ou deux. Donc je suis toujours un Mbourois et j'essaierai de tout faire pour fédérer et encore fédérer, pour que tous les Mbourois soient unis au niveau de notre club fagnon, qui est le Stade de Mbour, qui a été créé en 1960. Qui a été créé en 1960. C'est pas une équipe qui date des années récentes. Donc c'est une équipe qui a été créée en 1960 avec quand même plein de choses. Moi je me dis que donc voilà, le mémoire que j'ai eu à soutenir, c'était quand même d'essayer de changer. Et je l'ai soutenu en 2009. Et en 2009, si vous vous souvenez très bien, en 2009, c'était pas l'événement de la Ligue professionnelle. On était en train, donc c'était la transition entre l'amateur et le tourisme et le football professionnel. dont Ndiaye avait donc donc moi j'ai eu à essayer donc d'anticiper pour quand même essayer donc par exemple quand on parlait de la ligue professionnelle, il fallait quand même que quelqu'un essaie donc de parler de cette ligue professionnelle. Et je pense que donc quand même il n'y a pas de divergence. Il n'y aura pas de divergence dans le football sénégalais. Très bien, merci Monsieur Talangom. On aurait préféré bien sûr vous avoir sur le plateau, mais contexte Covid oblige, les déplacements ne sont jamais faciles. Vous vivez à Hambourg. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Bon, on espère que évidemment ça finira par se décompter, parce que il dit qu'il n'y a pas de dissension, mais moi le cas du Stade de Mbour, j'en entends parler depuis des mois. Si ce n'est les comités de supporters qui nous en parlent, des confrères d'ailleurs, Abdoulaye Cissé qui est aussi de Mbour, qui nous dit que tous les endroits où les gens se réunissent, le principal sujet de discussion, c'est cette assemblée générale élective. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Comment se battre autour d'un club amateur? On sait qu'il y a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de dépenses à faire que de gains. Moi, je pense que depuis le départ de Saliou Samb, le Stade de Mbour est en lambeaux. Donc aujourd'hui, ça se justifie par ces dirigeants qui se crêpent le chignon au point
que le préfet du département intervienne pour quand même surseoir à l'Assemblée générale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quelque part, parce qu'il y avait 3 camps, il y a 2 camps qui se sont unis contre l'autre camp. Mais moi, par devoir, par respect à la mémoire des disparus, parce que le Stade de Mbour, je pense bien que continuer à faire son deuil après la mort de 8 supporters à l'issue de la finale de la Coupe de la Ligue qui a lieu au mois de juillet 2017. Je pense que par devoir de mémoire à ces disparus, aujourd'hui, les dirigeants de Mbour doivent pouvoir se retrouver autour d'un consensus, mettre en place un bureau consensuel qui pourra gérer, pourra présider aux destinées du football mbourois. Et bon, Cheikh le disait tout à l'heure en off, mais Mbour est une petite ville que, à mon avis, les différents clubs. Une petite ville avec beaucoup de clubs. Aujourd'hui, M. Ngom l'a dit, il y a Mbour Petite Côte, Touré Kunda, il y a Stade de Mbour. Je pense que les dirigeants gagneraient plus à se retrouver, à fédérer leurs forces pour que quand même la ville de Mbour ait un très bon club. Malheureusement, chacun tire de son côté pour des problèmes, pour des intérêts crypto-personnels. Et moi, ça mérite. Bon. Adama? Oui, moi je pense que le problème fondamental, c'est justement là où Bakary vient de terminer. Vous avez évoqué le cas, par exemple, de la situation de Mbour, qui est peut-être, qui n'est pas très grand, mais c'est vrai que Mbour a une forte densité en termes de population. Maintenant, du point de vue où est-ce qu'il y a une perspective qui puisse faire en sorte que ces équipes-là soient réunies autour d'une seule unité dans cette ville-là, peut-être déjà la problématique, c'est de voir comment, au sein du Stade de Mbour, le problème va être géré d'abord. Parce qu'à mon sens, puisque au sein du Stade de Mbour, ils sont en train de voir comment faire en sorte que, justement, qu'un consensus soit trouvé. Est-ce que, par exemple, à partir de ce moment-là, ils peuvent envisager l'union, en tout cas, de tous les clubs de Mbour? Peut-être ça peut être problématique. Mais ce qui est intéressant en ça, c'est que le problème du Stade de Mbour, là, ça peut être à l'image même d'autres clubs. Parce qu'on a vu il y a quelques années avec le cas de GFC, qui a été, en tout cas, qui a, pendant plusieurs mois, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, des procès par-ci, etc., des sanctions par-là et tout. Donc, je pense que globalement, cela renvoie justement à cette nécessité justement d'essayer de voir par quel mécanisme justement, vous l'avez dit, réformer justement le football sénégalais. On a ébauché le football professionnel en 2009. Oui, il y a certains qui disent que ça n'est professionnel que de nom. Je ne sais pas, c'est bien d'avoir, peut-être comme disait Saher Seck, les 12 travaux d'Hercule. En tout cas, peut-être le mérite d'Hercule était d'avoir entamé ces travaux-là, même s'ils étaient difficiles. Mais je pense qu'il faut fondamentalement aller envisager une réflexion en ce sens-là, voir comment gérer tout ça, parce que le problème, ce n'est pas seulement un problème du Stade de Mbour. Et puis, moi, je m'interroge sur même la capacité de ces dirigeants qui veulent quand même. C'est ça. Je pense que c'est là où la question se pose en fait. Est-ce que tout le monde peut être le président d'un club? Est-ce qu'ils ont le profil nécessaire? Parce qu'à chaque fois qu'il y a tiraillement, vous l'avez souligné, le cas de Guédiawaye, comme nous mais quand même ça, c'est pas intéressant. Un club a besoin d'un président fort. On dit que ils ne veulent pas du mécénat, mais je sais pas. En attendant, pour le moment, c'est le mécénat qui marche. Mais quand même, tu vois, un club à côté dirigé par un mécène est en train de prendre même nos joueurs ici. Je parle de Oroya qui a signé un jour de Génération Foot. Mais quand même, on a besoin d'hommes forts derrière nos clubs et pas que des gens qui veulent se servir d'un club pour avancer. Mais je pense que le problème il est plus profond que ça. Moi, derrière, je dis qu'il y a la faiblesse de la Ligue Pro, dont le cahier de charge n'est pas respecté. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il a brossé. Moi, je pense que cette Ligue professionnelle existe que de nom, parce que depuis 2009 jusqu'ici, elle existe et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas d'avancer. Le seul mérite que la Ligue Pro a aujourd'hui, c'est qu'elle parvient à maîtriser le calendrier sportif du Sénégal. C'est le seul mérite. À part ça, moi, je pense que tout est aléatoire chez eux. Et donc, vraiment, la preuve, ils sont là, ils n'ont plus de moyens, ils tendent la main à la fédération qui doit les secourir. Donc je pense derrière que le problème il est plus profond que ça.
À mon avis, si la Ligue Pro a été beaucoup plus forte, avait vraiment les garde-fous, tous ces problèmes-là ne se poseraient pas. Tous ces petits problèmes ne se poseraient pas. Oui, parce qu'ailleurs, des ligues professionnelles, elles sanctionnent des clubs pour souvent des problèmes, que ce soit des problèmes financiers ou en tout cas d'ordre organisationnel, etc. Il y a des clubs qui ont été rétrogradés pour des choses. Mais la preuve, je sais que Niaré Tali... Regardez les différents transferts qui s'annoncent par-ci, par-là. Si la Ligue Pro était très forte, je pense qu'aucun joueur n'oserait adopter certains comportements. Je vois des joueurs qui signent aujourd'hui à l'Azak Ndiambour, demain au Casa Sport, après demain à Tengue FC. Et la Ligue est là, impuissante, elle ne sait pas quoi faire. Et des clubs qui font signer des contrats à certains joueurs, un contrat de 2 ans. À la Ligue Pro, on dépose un contrat de 4 ans. Il y a tout un problème autour du football sénégalais. Donc, et je pense bien, moi je l'ai toujours dit, il faut vraiment convoquer un DEP national pour le football sénégalais, c'est ça? Ah, carrément, pour le football sénégalais. Alors de la Ligue à l'équipe nationale ou à la Fédé, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir justement pour parler de nos lions, l'arbre qui cache la forêt, dirait-on, qui rentre en regroupement, vous le savez, ce week-end en vue de leur double confrontation contre la Guinée-Bissau les 11 et 15 novembre prochains. Pour les éliminatoires de la prochaine CAN. On n'attend pas forcément de grosses surprises dans la prochaine liste des Lions. On attend le retour de certains cadres dont l'absence aurait pesé lors de cette rencontre amicale contre le Maroc. En parlant justement de cadres, on annonce, on n'annonce pas. On nous annonce le retour de Pape Alioune Ndiaye et Moussa Wagué à l'occasion de ces rencontres. Le point avec Mamadou Ndiaye. Stabiliser un certain noyau dur, cela ne serait pas en tout cas quelque chose de mauvais. C'est pourtant le contraire qu'il y a quand même un noyau dur dans effectivement, il y a un noyau dur, je veux dire. Mais la plupart du temps, souvent, il y a des joueurs qui sont appelés, d'autres qui ne reviennent. Aujourd'hui, Wagué, par exemple, on peut dire que c'est vrai qu'il n'était pas compétitif la dernière fois. Pape Alioune Ndiaye, il était en tout cas en train de voir par rapport à sa situation en club et tout. Mais voilà. Maintenant, sur la forme, Adam, peut-être Bakary, est-ce que cette liste, déjà, pour commencer, elle ne sort pas un peu trop tard? Parce que nous sommes quand même presque à 1 semaine du démarrage du regroupement. La plupart des équipes africaines ont commencé. La Guinée-Bissau. Oui, non, ce n'est pas trop tard. Il a envoyé la liste depuis le 23. Les listes sont parties. Les listes sont parties le 23, c'est-à-dire le vendredi dernier. Les joueurs ont reçu la liste. Maintenant, c'est un délai de 15 jours. Maintenant, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, peut-être qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas d'impératif, il n'y a pas de conférence de presse, ils vont balancer ça. C'est le contexte Covid. J'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas attendre jusqu'à 21h ou 22h pour faire une mini-conférence de presse du coach et de balancer la liste. Donc, oui, non, mais parce que quand je dis ça, c'est par rapport à la forme. Peut-être que voilà, je vais me montrer un peu, pas forcément critique, mais aujourd'hui, une liste qui est partie depuis le 23, nous sommes à 1 semaine du démarrage de la double confrontation par rapport à l'opinion publique, par rapport aux Sénégalais. Est-ce que c'est vraiment impératif d'attendre 2 ou 3 jours avant le début du regroupement? Pourquoi pas ne pas mettre au même niveau d'information tout le monde comme le font les autres équipes? Pourquoi on a l'impression que le Sénégal commence à avoir un fonctionnement un peu à part? Ça se répète. Contre le Maroc, on a eu une liste arrivée à 21h le soir. Le Maroc avait sorti sa liste le matin, la Mauritanie la veille. Comme je disais, c'est quoi? C'est les histoires de gourous. Pourquoi ce genre de fonctionnement? C'est parce que la fédération, les médias de la Fédé veulent avoir une primeur sur cette information au lieu de la partager avec les médias. Je trouve qu'en fait, cette équipe nationale du Sénégal, elle a tendance à fonctionner de plus en plus à part. Moi, je ne pense pas que les médias de la fédération voudraient avoir une primeur sur l'information. Ils veulent faire la concurrence aux médias traditionnels. Ils ont beaucoup de problèmes à régler. Ils n'ont qu'à d'abord commencer à régler leur communiqué. Même s'il y a 2 phrases, des communiqués de 2 phrases, 3 phrases, on y voit beaucoup de fautes. Moi, c'est ce qui m'intrigue. Est-ce que vous n'êtes pas trop dur aussi par rapport au communiqué? Non, mais c'est là, moi, à chaque fois que je parle, j'interpelle même le président. C'est pas moi qui parle, c'est Bakary qui parle. J'interpelle même le président à chaque fois que ça se passe. J'envoie le communiqué au ministre
au nouveau ministre de l'Habitat, M. Abdoulaye Sow, je dis président, la fédération gagnerait plus à relire ses communiqués avant de les balancer. Je pense qu'aujourd'hui, cette cellule de communication a plus à gagner à relire ses communiqués avant de les balancer qu'à concurrencer les journalistes. Donc, ça, je pense que ça aussi, c'est un problème. On ne peut pas comprendre qu'un sélectionneur fasse un point de presse à huis clos avec le média de la fédération et qu'on nous serve à partir de les éléments à partir de 21h30, 22h. Les gens ont des impératifs de bouclage. Je pense qu'ils gagneraient plus à revoir leur copie. Oui, aujourd'hui, il ne peut pas faire de conférence de presse, on ne l'envoie pas rigueur, tout le monde le lui concède, mais quand même, par devoir de morale, par respect à la presse, je pense sincèrement que ce serait bien qu'on nous envoie les communiqués un peu plus tôt. Donc, mais la fédération a tendance à envoyer, même quand il s'agit de démentir record, on attend à 21h ou 22h pour envoyer des communiqués. Je pense que ça, c'était une parenthèse par rapport à la question du groupe qui était en train d'être posé, le débat. Quand même, sur la forme, en fait. Mais surtout dans la composition de la liste d'Aliou Cissé. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas souvent, c'est la promotion des jeunes de l'équipe nationale locale, jeune. vous voulez dire, non, pas l'équipe nationale local. locale, mais les jeunes qui ont joué par exemple la dernière Coupe du Monde U18, U20, 2019. On ne voit pas cette transition. Quand on voit cette équipe nationale du Sénégal jouer, on sent des postes où il y a un manque. Alors j'en viens justement, parce qu'on parle beaucoup du chantier du milieu de terrain. Bon, c'est le secteur où vraiment il y a beaucoup plus d'interrogations, d'équations. Mais il y a aussi un autre secteur de cette équipe nationale dont on ne parle pas souvent et qui peut-être est un secteur perfectible, celui des latéraux. Aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas, nos latéraux, les latéraux qui sont dans cette équipe nationale ne font pas du surplace? Ça a toujours été, je pense, depuis plusieurs saisons maintenant. Ça a été le tendon d'Achille, en quelque sorte, de cette équipe nationale du Sénégal. Je vais vous couper juste, Adama, parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir un Sabali, c'est entre guillemets l'arbre qui cache la forêt. On ne parle que de Sabali et les autres, le poste de la latérale gauche. On n'arrive pas à trouver un joueur qui apporte ce qu'il doit apporter dans cette équipe nationale. Et derrière Sabali, qui pour le remplacer? Il y a Lamine Gassama, et puis Lamine Gassama, je pense que... Mais aujourd'hui, Lamine Gassama, même en équipe turque, il a du mal. Il ne joue pas beaucoup. Lamine joue de moins en moins. C'est vrai que cette question est très pertinente, d'autant plus que lors des deux derniers matchs du Sénégal, même si on n'en a joué qu'un seul, la présence de Racine Colli ne se justifiait pas parce que la Racine, il est lofté à Nice, un joueur qui est lofté, c'est-à-dire un joueur qui ne s'entraîne même pas avec partie du groupe. Bon, aussi, récemment, il a intégré le groupe professionnel, il a été même sur le banc, je pense. Il vient d'intégrer le groupe professionnel, donc on peut dire que sa sélection pouvait ne pas se justifier, mais ça se comprend parce que derrière Moussa Wagué qui devait répondre présent, gérer son transfert en Grèce, et que oui, aujourd'hui c'est naturel, c'est normal que Moussa Wagué revienne et que derrière Racine va peut-être attendre. Certains disent qu'il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, on n'a pas de latéraux capables de concurrencer. D'ailleurs, je voulais compléter par rapport à ce que Cheikh a dit. Il s'agit d'une question de prospection. Vous avez évoqué les jeunes de l'équipe de U20. Moi, je pense que, sans faire la promotion d'aucun joueur, moi, je pense que lors du dernier mondial U20, un garçon comme Alpha Djunkou, qui est à Manchester City, qui joue avec la réserve, moi, je pense que rien n'empêcherait le sélectionneur national de lui donner une chance, de l'appeler, en tout cas de le mettre à l'œuvre pour qu'on puisse voir justement, parce qu'effectivement, nous avons vu les matchs que le Sénégal a joués dans cette Coupe du Monde avant d'être éliminé en Pologne. Et je pense que c'est un garçon qui a été très intéressant, qui a beaucoup de volume de jeu et qui joue en plus dans une grande équipe comme Manchester City. Et effectivement, il joue dans cette réserve-là. Pourquoi ne pas essayer de voir ça? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la plupart du temps, ça a toujours été notre problème. Et apparemment, ce sont les mêmes qui reviennent. C'est Wagué, c'est Gassama, c'est Youssouf Sabali, c'est Saliou Ciss. Et Sabali, on l'a même fait jouer de l'autre côté parce que peut-être par manque de c'est toujours les mêmes qui reviennent. Est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce qu'il n'est pas arrivé le moment où, en tout cas, cet œuf doit être cassé, essayer de voir, en tout cas, changer de paradigme complètement. C'est les joueurs parfois qu'on appelle. Contre le Maroc, Sabali a fait son
plus mauvais. Son mauvais match. Un de ses pires matchs en équipe nationale. Mais aujourd'hui, sur le flanc droit, c'est aberrant. Tout à fait. Mais aujourd'hui aussi, regardons le cas de Sabali. Parce que Sabali, moi je dis dans la vie, quand on ne progresse pas, quand on n'évolue pas, on régresse. Peu importe le domaine dans lequel on travaille. Donc aujourd'hui, Sabali, par rapport à Sabali, moi je pense qu'un de ses handicaps a été ses vrais faux transferts, notamment au Lokomotiv de Moscou et à Naples, entre autres clubs où il a été annoncé. Et puis il sort de la Coupe du Monde avec une blessure. Effectivement, ce sont des problèmes. Et tantôt en équipe nationale, il est placé à gauche, comme notamment lors de la Coupe du Monde. Tantôt en club à Bordeaux, il évolue à droite. Bordeaux cette année, ça a été véritablement, c'est une vraie patate l'équipe de Bordeaux de cette année. Donc, de ce point que les supporters de Bordeaux m'excusent, c'est juste ça va pas leur faire plaisir. Donc, moi, je pense qu'effectivement, Mame Fatou, vous avez bien raison de poser ce problème. Et si, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer des éliminatoires pour aller dans des compétitions internationales, c'est le moment, justement, de poser ce problème, d'essayer de le régler, de le prendre à bras le corps et de prendre des décisions fortes. On a eu une équipe nationale U20 très performante, quand même. Et je pense que c'est inadmissible qu'après 2 ou 3 ans, qu'il n'y ait personne qui monte à l'étage supérieur. On parle des latéraux, mais il y a également notre garçon dont on ne parle presque pas, mais quand même qui fait partie de ces pièces qui manquent à l'équipe nationale du Sénégal. Je parle de Hamsis, qui évolue actuellement à Amiens. C'est un milieu offensif percutant, qui court. Et ça, c'est un profil qui manque à l'équipe nationale du Sénégal. Mais on n'en parle même pas. Et pourtant, lors de la dernière Coupe du Monde U20, il faisait partie des meilleurs joueurs sénégalais lorsqu'il évoluait dans le championnat hollandais. Mais bon, on a l'impression que, quand même, que les regards sont posés sur les cadres. Très bien. Alors, mais vous savez aussi, ça serait difficile de se passer de ces cadres-là au jour d'aujourd'hui. On joue les éliminatoires de la CAN 2022. Peut-être nous sommes à 2 ans de la compétition. Peut-être que d'ici 2022, beaucoup de cadres vont se retirer ou bien beaucoup de cadres vont vous pensez que ces cadres vont jouer les éliminatoires pour se retirer à l'avenir de la CAN? Ce ne sont pas eux qui vont ça me paraît un peu... Des fois, Bakary, il faut être courageux et forcer les choses. Crépin Diatta, c'est pratiquement, je sais pas, la population qui l'a imposé en équipe nationale. À un moment donné, on parlait de Crépin. Aliou même avait dit qu'il n'avait pas le niveau international. 6 mois après, il l'appelle en équipe nationale. Pareil pour Ismaïla, qui n'a été appelé que quand il est parti à Metz. Mais qui paraît qu'il était dans les petits papiers d'Aliou Cissé. Bon, après, voilà. Le hasard a voulu qu'il soit appelé quand il est allé au FC Metz, mais il le suivait déjà quand il était ici au niveau des petites catégories. Alors, maintenant, aujourd'hui, donc, sur ce profil des latéraux, quand même, c'est le travail peut-être du sélectionneur, mais c'est aussi le travail de la direction technique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Djoungou, moi on m'a parlé d'un jeune homme, je ne me souviens même plus de son nom, qui évolue aux Pays-Bas, dans un club hollandais. Exactement. C'est un arrière-gauche déjà. Parce qu'aujourd'hui, dans le foot moderne, l'apport des latéraux est indispensable. Et on est encore là à se poser des questions. Ça fait quand même, mine de rien, depuis 2015, on a fait, je pense, 2 CAN, une Coupe du Monde. Et on n'a pas de joueur qui s'impose à ce poste à part Youssouf Sabali. Le travail de la direction technique, le directeur technique dans tout ça. Pour Lassana Faye, je pense qu'à un moment donné, il a été dans les petits papiers du sélectionneur et il paraît que effectivement l'adjoint de Aliou Cissé l'avait contacté. Est parti le voir jouer. Mais quelque part après, quand il attendait le coup de fil du coach, il ne l'a pas eu. Et derrière, il a été sélectionné par la Hollande chez les U20 l'année dernière. Et bon, depuis lors, voilà. Mais récemment, j'ai lu quelque part là où il disait quand même qu'il était prêt à intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, quand on aborde la question de la direction technique nationale, on nous dira que non, Maya Selma n'a pas prérogative de mettre en place l'équipe ou bien d'aller en prospection. Mais on nous dira que oui, son travail c'est de développer le football à la base. Mais est-ce qu'aujourd'hui il le fait correctement? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr non plus. Est-ce qu'aujourd'hui Maya Selmar a toutes les cartes à main pour vraiment venir faire des propositions à l'OCC? Je ne pense pas. Je pense effectivement, c'est à mon humble avis, que la direction technique nationale est une coquille vide. Et en plus, en entraîneur, des fois aussi, tu as besoin de prendre des risques, d'essayer des expérimentations. Par exemple, j'en reviens à cette équipe U20.
J'ai vu un garçon qui évoluait au Diaraf, qui était en Égypte. Je pense que maintenant il évolue. Ibrahim Ndiaye Messi. Oui, gaucher. Mais pourquoi pas laisser en arrière gauche? Très technique. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il joue en C'est un joueur de couloir hyper rapide quand même. Alors, mais là, j'ai envie de vous couper, Diao, en vous disant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment pour une équipe comme le Sénégal, dans cette période de doute, parce que le doute, il a été non seulement... Il n'y a qu'un seul match qui a créé le doute quand même. Oui, c'est le match qui a créé le doute, mais derrière, vous avez aussi des résultats à acquérir, une qualification qu'il faut absolument valider. Est-ce que c'est le moment de faire... Ça ne va pas être un problème. Non, mais ça, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Donc aujourd'hui, parce qu'on sait que du côté de la Guinée-Bissau, c'est un entraîneur aussi qui est sous pression. D'après les informations que nous avons, on leur interdit la défaite contre le Sénégal. Et quoi qu'on dise, le Sénégal, dans le contexte dans lequel on est, avec ce match raté des Lions, avec un coach certainement qui est aussi un peu sur les nerfs, entre guillemets, n'a pas le droit aussi de se louper. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne va pas sécuriser son groupe et jouer avec ses acquis? Voilà, mais je pense que ça c'est important. Moi, j'ai eu Bassirou Kandé en interview, l'entraîneur de la Guinée-Bissau, il y a une semaine de cela, où il me disait effectivement qu'ils attendaient le Sénégal de pied ferme. Ce qui veut dire quelque part que même l'éventualité de jouer ce match dans un terrain neutre, c'est-à-dire au Portugal ou ailleurs, ça ne l'arrange pas. Pour lui, il faut jouer et à Dakar, et à Thiès et à Bissau. Et d'ailleurs, il a même fustigé un tout petit peu la programmation du match, parce que pour lui, la date du 11 novembre n'était pas propice pour qu'on joue cette première manche. Il aurait préféré qu'on joue le 12 et le 15, donc, et le 16 plutôt. Donc pour lui, aujourd'hui, dans sa tête, il faut qu'il se qualifie pour la 3e fois d'affilée. Donc, ce qui veut dire quelque part qu'il met la pression sur Aliou Cissé, qui revient d'une défaite. Maintenant, on a vu la liste de la Guinée, ils ont publié leur liste et je pense que c'est une équipe qui s'est bien renforcée. Maintenant, comme on le dit, ça se joue sur 2 matchs. Et ce qui sera beaucoup plus difficile pour les Lions, c'est que ce match va se jouer à Thiès, sur une petite pelouse. Et donc, l'équipe qui aura bien maîtrisé le bloc bas, et nous savons très bien que le bloc bas ne fait pas bon ménage avec Aliou Cissé. Et s'il parvient à jouer le bloc bas et à le réussir, ça sera très difficile pour le Sénégal. Pour revenir à l'interpellation de Mamfatou, quand vous jouez contre la Guinée-Bissau, quand même là, vous allez y aller avec vos certitudes quand même. Vous allez mettre en place votre équipe type. Mais quand vous recevez l'Eswatini à Dakar, quand même, vous pouvez vous payer le luxe quand même de faire des expérimentations. Non mais attendez d'abord qu'on se qualifie. Attendons d'abord qu'on se qualifie. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ce groupe d'Aliou Cissé là, Aliou est un conservateur. Je ne suis pas sûr qu'il va bouleverser son équipe. Mais est-ce que c'est pas ça qui freine la progression? Non, ça ne peut pas freiner. Mais dans toutes les équipes du monde, on sait bien que les équipes ont des longévités. Aujourd'hui, une équipe comme le Sénégal, on ne peut pas dire à Aliou Cissé aujourd'hui qu'il casse tout et qu'il reprenne. C'est pas possible. Mais je pense bien, comme on l'a dit... Moi, c'est un avis que je ne vais pas partager peut-être sur ce point de vue, en ce sens que s'il se sert en tout cas de lui-même sa production contre le Maroc, moi je pense qu'il va devoir opérer des changements radicaux sans que l'opinion, en tout cas l'opinion publique, le lui demande. Bien sûr. Parce que nous avons tous vu comment il a joué contre le Maroc. Vous avez des joueurs excentrés, mais vous préférez mettre 2 joueurs offensifs, des attaquants de pointe, l'un en pointe, l'autre excentré de manière assez confuse. On ne comprenait plus qu'est-ce que Mamba Cham et Famara devaient faire. Donc par rapport à des erreurs à mon sens, parce que nous regardons beaucoup de matchs, nous avons notre opinion. Lui c'est un technicien, c'est sa spécialité, c'est un professionnel du coaching. Mais il y a des choses, si cela arrive, moi je pense que lui, il a l'obligation de rectifier. Maintenant, par rapport à ce que Bakary dit, est-ce que par exemple aujourd'hui, il ne va pas rester sur ses acquis afin de sécuriser justement sa qualification? Effectivement, c'est ce à quoi on s'attend. Mais qu'on se le dise aujourd'hui, la Guinée-Bissau, je l'ai dit tantôt, effectivement, c'est une équipe en construction qui ont déjà disputé 2 Coupes d'Afrique. L'entraîneur, il a rappelé des cadres tels que Piketty, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe. Il y a beaucoup de nouveaux. Effectivement, il y a l'aspect du derby. Mais quel que soit Alpha, le Sénégal, il a l'obligation, en tout cas, de faire le jeu devant cette équipe de la Guinée-Bissau parce qu'il y a un statut à préserver. Il y a en tout cas une construction à faire en prélude, justement, aux échéances futures auxquelles Aliou Cissé va devoir amener le Sénégal. Tout à fait. Alors, Bakary, vous n'avez pas l'air d'être sur la même longueur d'onde que Adama. Vous
vous préconisez qu'on conserve les acquis? Non, moi je pense que Aliou Cissé il s'est trompé lors du match contre le Maroc. Pour la simple et bonne raison, je l'ai dit sur deux plateaux de télé, que moi je ne peux pas comprendre qu'il lui-même dise que je fais venir Cheikhou Kouyaté comme militaire à la base, mais aujourd'hui avec la blessure de Kalidou Koulibaly, il va reculer derrière. Et qu'au jour du match, il met Cheikhou Kouyaté dans l'axe, plutôt dans l'entrejeu, et tout en sachant que Cheikhou, en ce début de saison à Crystal Palace, est l'un des meilleurs joueurs des Eagles dans l'axe. Moi, je ne peux pas comprendre. Et le gars, il s'était emmêlé les pinceaux, il ne savait pas ce qu'il faisait. Vraiment, moi, je ne comprenais pas. Et Aliou Cissé, au lieu de résoudre le problème, il était le premier à s'énerver. Donc, tout ça entre dans le jeu. Et franchement, ce jour-là, je n'ai pas du tout compris. Et Adam l'a dit, et là, je suis parfaitement d'accord avec lui, le fait de laisser Mambaba sur le flanc. Or, nous avons des joueurs, des excentrés sur le banc de touche. C'était très compliqué, les choix des hommes. Moi, c'est mon problème. Je ne suis pas d'avis de ceux qui me disent que l'équipe n'a pas de fond de jeu et tout. Parce que moi, j'ai toujours dit que le fond de jeu, c'est un faux débat. Un fond de jeu, ce n'est pas à se donner 10 passes et sans marquer. Pour moi, le fond de jeu, il est probant quand on marque plus de buts que l'adversaire. Bon, très bien. C'est plus que ça. Ouais, d'accord. Mais dans ce cas-là, que dites-vous de l'animation? Mais c'est ça, c'est ce que j'essaie de voir. L'animation, c'est vrai. C'est pas parce qu'on fait la passe à 10 qu'on a un bon fond de jeu. C'est pas ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'équipe du Sénégal, c'est plus l'identité qui pose problème que le fond de jeu. Parce que des fois, on ne sait pas à quoi on joue. Par exemple, dans ce match Sénégal-Maroc, il y a eu un moment où l'équipe évolue avec 4 milieux défensifs. C'est quoi? Mais c'est le choix des hommes, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Maintenant, derrière... Et tu te retrouves dans des situations où tu dois marquer, où tu as besoin de marquer. Tu ne mets pas les hommes qu'il faut pour ce système-là. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on souffre quand il y a des blocs bas. L'animation. Oui, l'animation. Je vais donner un exemple. Débat, comparaison n'est jamais raison. Mais Jamel Belmadi, lorsqu'il a pris la tête des Fennecs, il a opéré des changements très forts. Et Yacine Brahimi était le leader technique de cette équipe. C'était d'ailleurs le capitaine. Mais quand Belmadi est venu, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait nous amener des Ben Sebaini, il savait qu'il allait ramener Fegouli comme excentré droit, il y avait Mahrez, Belaïli, etc., Youssef Belaïli, etc. Donc, il avait exactement, il avait en tête ce qu'il avait l'intention de faire. Belmadi n'est là que depuis 2 ans et demi. Il a déjà remporté une CAN. Aujourd'hui, l'Algérie rassure. Au même moment, le Sénégal, si vous faites la comparaison par rapport justement au choix des hommes, parce que je pense que c'est ce que Bakary a souligné tout à l'heure comme problème, le problème fondamental, d'abord et avant tout, ça va commencer par le choix des hommes. Vous avez posé cette question tantôt lorsque Cher parlait de comment renforcer cette équipe avec les jeunes. Vous avez évoqué la question des latéraux. C'est là d'abord que doit commencer le travail. Et aujourd'hui, si après 5 ans, ferme, les Sénégalais ne sont pas rassurés parce qu'effectivement, les Sénégalais ont le droit le plus inaliénable de ne pas être rassurés quand ils voient leur équipe. Oui, parce que c'est l'équipe nationale, ils ont un droit par rapport à cette équipe-là. Ils ont le droit ils ont voix au chapitre. Ça, les gens souvent critiquent ça et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et ils pensent que les journalistes, il n'y a que les journalistes qui parlent en fait. Mais les gens, il faut qu'ils parlent. On ne peut pas envahir tous les réseaux sociaux. Mais ça, je pense qu'Adama, je l'ai dit ici tantôt. On va laisser Adama terminer. Oui, justement. J'allais juste terminer par rapport à ça. Donc, à partir du moment où la responsabilité principale, c'est le sélectionneur national, lui qui choisit les hommes, qui définit sa stratégie de jeu par rapport justement au contexte de ce match-là. Parce que les matchs sont différents les uns des autres. Éliminatoires, phase finale, etc. C'est des matchs différents aujourd'hui. Si, par exemple, on prend exemple sur le match contre le Maroc, vous avez posé le problème du choix des hommes, vous avez fustigé la présence de Racine, on n'a rien contre Racine Colli, effectivement c'est un professionnel. Mais même du point de vue de la disposition tactique dans ce match-là, même ceux qui étaient devant la télé, ils savaient qu'il fallait réaménager, peut-être être plus audacieux en faisant ceci, en faisant cela, etc. Mais ce n'est pas des choses que nous pouvons constater. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit exiger le résultat contre la Guinée-Bissau, parce que le résultat, tout autre résultat, comme on dit, qu'une victoire
mettrait vraiment, ferait des ordres, bien sûr. mais la manière. Personnellement, parce que souvent, c'est aussi là où le bas blesse. Personnellement, je pense que le Sénégal, déjà, le classement FIFA, ça ne sert pas à grand-chose, ok. Mais le Sénégal a reculé d'une place sur le plan international. En Afrique, nous sommes toujours premiers, mais l'étau s'est resserré. Ouais. D'accord? Et aujourd'hui, je pense que ce classement FIFA, personne en réalité n'en fait plus un critère d'évaluation. En tout cas pour le Sénégalais. Le Sénégalais lambda se dit oui, on est numéro 1 au classement FIFA, mais sur le plan du jeu, quand on rencontre les grosses équipes, on n'est plus numéro 1. Non, le Sénégalais lambda ne le dit pas, c'est le sélectionneur et son staff technique qui le disent. Le Sénégalais lambda voudrait à chaque match que l'équipe gagne et qu'elle gagne avec la manière. Aujourd'hui, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que les gens disent oui, on n'a pas un tel contre le Maroc, on n'a pas un Sadio Mané, il n'y avait pas Kalidou Koulibaly, encore moins Edouard Mendy. Mais moi, je pense qu'une équipe nationale, c'est deux portes. Il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Et que quand on parle d'une équipe nationale comme le Sénégal, il faudrait sélectionner les meilleurs du moment. Et pour moi, les meilleurs du moment étaient au Maroc et que ce jour-là, ils n'ont pas leur sélectionneur n'a pas mis les bons hommes au bon place. Maintenant, l'équipe n'a pas d'alchimie. Ça joue aussi quand même. Quand vous jouez et que vous n'avez pas dans votre 11 Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, forcément quand même ça va se ressentir sur la prestation de l'équipe. Mais quand même, vous dites que on a suffisamment de bons joueurs pour faire mieux que ce que l'on a fait. Non, mais on a joué quand même sans notre colonne vertébrale face au Maroc. Ouais, ça c'est encore ça. Mais aujourd'hui, on a vu qu'au premier match du Sénégal contre la Tanzanie à la CAN 2019, Sadio Mané n'a pas joué. À la finale contre l'Algérie, Kalidou Koulibaly n'a pas joué non plus. Donc ça, pour moi, ça c'est une excuse. Sadio Mané peut se blesser. Sadio Mané peut se blesser. Sadio Mané peut se blesser. Kalidou Koulibaly peut écoper d'un carton rouge. On ne sait pas, on ne le souhaite pas. Maintenant, moi, mon souci... Il y a un supporter du Real Madrid qui est ici. Mon problème... On dit que dans cette équipe, si le capitaine ne joue pas, ça se ressent. C'est une autre équipe du Real Madrid. Mon il y a des joueurs quand même. Il y a des cadres. Juste un petit mot par rapport à ça. C'est vrai que les absences, effectivement, elles comptent. Parce que si nous n'avons pas Sadio Mané, si nous n'avons pas Kalidou Koulibaly, peut-être l'équipe est différente. Mais le défi est que l'entraîneur, lui, puisse s'adapter à chacune de ces réalités-là. Parce que les aléas des blessures, les aléas du Covid-19, ils sont là. On ne peut pas parer à ces éventualités-là. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il faut rappeler une chose. Contre le Maroc, on a parlé du choix des hommes, on a parlé de la disposition tactique. Les gens ont plus critiqué le fait que le Sénégal n'arrive même pas, parce que ça c'est un minimum quand on parle de fond de jeu. Le minimum c'est de savoir au moins conserver le ballon lorsqu'on l'a, ou bien d'organiser une certaine pression adverse, que ce soit une pression haute ou une pression basse, afin de récupérer la balle immédiatement 5 à 10 secondes après l'avoir perdue. Et ça on a constaté contre le Maroc. Les Marocains étaient très bien organisés avec Wahid, mais le Sénégal à chaque fois lorsqu'on avait le ballon, on le perdait automatiquement après 2-3 passes. Et quand même ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Mais quelque part, on a l'impression que, bon, on n'est pas dans le secret des vestiaires, on a l'impression que le discours du sélectionneur ne passe plus. Ça, c'est l'impression que nous avons, quoi. Ça, il faut, parce que c'est là. Ce qu'il a dit, c'est tellement vrai que parfois on ne comprend pas. On ne sait pas, soit les joueurs n'ont plus envie de jouer, ou bien c'est le discours du sélectionneur qui ne passe pas. Maintenant, c'est ici, c'est à ce niveau que nous avons vraiment besoin de la partition de la Fédération sénégalaise de football. Que quand même qu'il parle avec le coach pour lui dire, écoute mon gars, la récréation doit terminer. Quand même, ce débat-là, c'était après Sénégal-Algérie qu'il fallait le poser. Mais c'est ça. Aujourd'hui, mais après Algérie-Sénégal, le coach a été prolongé jusqu'à la finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, je pense bien que le match contre le Maroc a prouvé à suffisance que cette équipe du Sénégal a des défaillances. Et c'est à ce niveau que doivent intervenir les dirigeants du football sénégalais. Les dirigeants, ça ne suffit pas qu'on ne doit pas être dirigeant seulement en restant dans les gradés. Non, parfois on prend sa responsabilité, on convoque le sélectionneur, on lui dit, mon gars, depuis mars 2015, vous êtes là, mais depuis mars 2015, voici les résultats, voilà ce que vous avez apporté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Aliou Cissé n'a rien fait dans cette équipe-là. Mais comme je l'ai dit, ça commence à être la Oui, parce que là, on se pose la question, est-ce qu'il peut faire progresser cette équipe? Raison pour laquelle je vous pose la question, parce que souvent, on a tendance, quand on gagne des matchs, à oublier en fait tout ce qui a été dit avant. Parce que aussi, voilà, c'est aussi notre côté un peu sénégalais.
voilà, les xew rek la ñuy jàpp. Mais aujourd'hui, ces matchs-là contre la Guinée-Bissau, moi je dis au-delà du résultat, qu'est-ce qu'on doit attendre en termes de contenu? Aussi, quelle est la responsabilité aussi de nos joueurs? Parce qu'on aime bien tirer sur les sélectionneurs, mais aussi la lassitude, elle peut être aussi au niveau du joueur, surtout dans un contexte un peu particulier. Ouais, mais lorsque, par exemple... Parce que aussi, c'est pas le joueur, c'est pas le sélectionneur qui va faire la passe, c'est pas le joueur qui rate le contrôle. Moi, je pense que c'est le sélectionneur. Je suis désolée. Si on sait qu'aujourd'hui, Aliou Cissé, il passe plus de temps avec les joueurs, il connaît ses joueurs mieux que nous les observateurs. S'il sait qu'un tel joueur n'est pas motivé, ce n'est pas la peine de l'appeler parce qu'on vient pour porter les couleurs de son pays. Ou un joueur n'est pas en forme. On doit être en mesure de se donner à 200%. Maintenant, le joueur qui se pense être Cristiano Ronaldo ou Messi, ou bien qui ne doit pas respecter les consignes du coach, ils sont au nombre de 23 ou 25. Moi, à mon avis, pour moi, ce n'est pas ça. Moi, je pense que c'est le discours du coach qui pose problème aujourd'hui dans les vestiaires. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je ne sais pas la part de responsabilité des dirigeants, mais à mon avis, comme je l'ai dit, la fois dernière, j'ai écouté le président de la fédération tisser des lauriers aux sélectionneurs, rappeler le contexte dans lequel Aliou Cissé est venu au Sénégal. Mais aujourd'hui, ça bouge. Aliou Cissé a fait des résultats, les Sénégalais ont tous applaudi des deux mains. On a même dit qu'il faut vraiment l'augmenter. Le président de la République l'a reçu dans son domicile privé, il a félicité, vraiment il faut lui mettre dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui qu'on l'a mis dans d'excellentes conditions, il doit pouvoir nous apporter d'excellents résultats. Très bien. Alors, Adama, sur la responsabilité aussi des joueurs, parce que c'est vrai qu'on a tendance tous à brocarder le sélectionneur, mais aussi le rendu sur le terrain, c'est pas lui. Je veux dire, au niveau technique, des choses basiques, un contrôle de ballon, une transversale, un positionnement. Quand vous regardez les matchs du Sénégal, vous vous rendez compte que le porteur du ballon n'a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a personne qui vient demander le ballon. Or, le football, c'est du mouvement. Et je ne comprends pas pourquoi aussi cet état d'esprit. Ça, ce n'est pas le coach, c'est les joueurs aussi sur le terrain qui doivent l'imprimer. Un rythme de match, c'est à vous de l'imprimer. Effectivement, et je pense que mieux que ça, même mieux que par exemple le fait de ne pas faire beaucoup d'efforts par rapport à la récupération. Effectivement, là, à la décharge peut-être du sélectionneur, moi je vous donne totalement raison. Sur un terrain de football, il y a un certain état d'esprit avec lequel les joueurs doivent aborder les matchs-là. Parce qu'il y a l'attitude et il y a les aptitudes qui sont universelles. Chaque joueur a son potentiel qui lui est propre. Mais il y a les attitudes. Lorsque, par exemple, pour revenir sur le match contre le Maroc, j'ai parlé tout à l'heure de la récupération. C'est-à-dire, en voyant jouer certaines équipes comme l'Algérie, comme par exemple le Maroc ou peut-être si vous voulez l'Égypte, il y a une certaine organisation dans la récupération. Vous voyez les joueurs se projeter. Normalement, c'est-à-dire il y a une stratégie qui a été mise en place par l'entraîneur sur comment récupérer. On va à deux ou on va en escalier ou on va par exemple sous forme de triangle par rapport à la récupération avec des joueurs qui courent beaucoup. Et de ce point de vue, moi je pense qu'effectivement, si l'entraîneur de son côté a mis en place une stratégie pour bien jouer, effectivement les joueurs sur le terrain aussi, il y a un certain état d'esprit, il y a un certain mental avec lequel ils doivent aborder ce match-là. Contre le Maroc, nous avons fustigé le choix des hommes, nous avons fustigé la disposition tactique, mais effectivement, il y a aussi le fait que certains joueurs ont été l'ombre d'eux-mêmes. On a vu une réaction épidermique de Idrissa Gana Gueye à un certain moment en plein match. C'était quelque chose en tout cas qui était difficile à comprendre. Ça suscitait des questions. Mais je pense que ça revient à ce que Bakary disait. L'entraîneur, il a toujours une responsabilité dans l'attitude de son équipe quand même. Vous avez dit que, est-ce que le discours passe? On peut se dire que peut-être que non. Peut-être qu'il y a des joueurs qui se donnent certaines libertés. Dans leur zone de confort. Qui sont dans leur zone de confort. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ne doivent plus être là et que l'entraîneur les sélectionne parce que quand même... peut-être qu'il y a des joueurs qui se tuent à l'entraînement et qui le jour du match ne jouent pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de l'Algérie et du Maroc, les deux pays qui nous ont battus, qui ont gagné à l'OCC, à la Coupe d'Afrique, en match de poule et en finale, les Algériens étaient beaucoup plus engagés que nous, dans l'impact physique. Ils étaient beaucoup plus présents, ils ont fait beaucoup de fautes, plus de fautes que nous. Aujourd'hui, contre le Maroc, les Marocains ont fait plus de fautes que nous. Donc, ce qui veut dire, dans l'engagement, il y avait cette ascendance psychologique. Mais ça aussi, il y va du coach
il y va de la stratégie du coach. Donc, comme je l'ai dit, si le coach sait que Sadio Mané aujourd'hui n'est pas dans le bain, il n'est pas engagé, qu'il le mette sur la touche. S'il sait qu'aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye est bon, il est dans l'impact physique, il est dans tout, qu'il le mette. Mais on ne peut pas jouer aujourd'hui. Le Sénégal, nous, en 2002, on a suivi l'équipe nationale du Sénégal. C'était le Diom, lui-même, il était dans l'équipe. Et lui-même, le ballon était en bas, il mettait la tête. En bas, là où il devait mettre le pied, il mettait la tête. Aujourd'hui, dans son équipe, s'il n'y a pas d'engagement, moi, je pense que la faute l'incombe directement. Pas aux joueurs. Et c'est là où Cher le disait d'ailleurs, et on l'a tous remarqué, quand cette équipe du Sénégal commence à jouer, sérieusement, à mettre de l'impact, à mettre de la vitesse, elle se crée des occasions, elle marque, mais on n'est pas constant. C'est une équipe qui ne joue jamais... Enfin, c'est difficile. Dans un match, il y a toujours des temps forts et des temps faibles, mais il y a un minimum. Vous savez, tous les grands techniciens, ils sont d'accord sur un fait. Un joueur, vous avez beau être technique, talentueux, si l'attitude n'y est pas, vous ne pouvez pas progresser. Aujourd'hui, oui, c'est l'exemple absolu. Quand on parle de Cristiano Ronaldo, en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, il sert d'exemple à tout le monde. Et c'est en ça que, c'est dans ça que l'on peut trouver la pertinence d'avoir des joueurs qui se donnent à fond. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mamfatou, j'ai un dernier exemple. J'aime rappeler à chaque fois que l'occasion se présente, la fameuse action entre Aïssa Mandi et Cheikh Mbengue lors du match de poule contre l'Algérie lors de la CAN 2015. Il y a eu un impact physique. Mandi est venu, Cheikh Mbengue était en position préférentielle pour avoir le ballon. Mais l'Algérien est venu, il l'a cogné en pleine tête. Cheikh Mbengue, il a fini sa CAN. C'est Pape Soiré qui a pris la relève. Donc ça, c'est des exemples qui montrent très bien. Je pense qu'il y a une chose qui est là et on sait que ça ne va pas. C'est la préparation physique de nos joueurs. Ils ne pressent pas. Vous l'avez dit. On joue par à-coup. Dans un match, on peut avoir un temps fort de 10 à 15 minutes. Après, c'est fini. On se repose. On ne met pas le bleu de chauffe. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu une prestation aboutie de l'équipe nationale du Sénégal. Que le processus de récupération... Peut-être que ce n'est pas lié à la préparation. Mais juste préciser que le processus... Le pressing, ça demande beaucoup de physique. Cher, je voulais juste préciser une chose. Le processus de récupération en phase de perte de balle, effectivement, le physique a quelque chose à voir dans ça, mais le processus de récupération, c'est plus une tactique mise en place par l'entraîneur. Le dispositif. Un effort physique que le joueur doit faire. Et puis, vous parlez de physique. Je ne suis pas sûr parce que je donne l'exemple du Maroc où j'étais avec eux à Rabat. Ils sont entraînés le mardi. Mardi, ils ont eu 2 séances d'entraînement. Le jour du match, ils se sont entraînés le matin. Wow. Vous comprenez? Le jour du match, ils se sont entraînés le matin, ils se sont déclassés. Non, maintenant, on ne sait pas. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense, comme il a dit, aujourd'hui, dans la récupération, je pense même pour récupérer le ballon, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place. C'est ça. Ouais, mais il faut oui, mais justement, on doit mettre en place une stratégie pour... Quand on n'est pas bien physiquement, on ne court pas. Mais attendez, je vous dis, après le match... J'ai du mal à croire que nos joueurs physiquement ne soient pas... Non, ils sont pas opérationnels. Ça arrive. Ça peut arriver, mais... Ça aurait été bien qu'on ait les statistiques des joueurs en termes de course. Par match, parce que ça aussi c'est révélateur. Moi, je pourrais vous par rapport fournir. aux Marocains, je pense qu'il n'y a pas photo. Maintenant, est-ce que, pour terminer sur ce tour de table, Sénégal, Guinée-Bissau, est-ce que ce sont des matchs couperés pour Aliou Cissé selon vous, ou peut-être pas couperés, mais bon. Bon, de toute façon, nous, on l'a dit au journal Record, on a même titré pour le match contre la Mauritanie. Un résultat autre que la victoire ferait désordre. Et je pense que le même titre qui était valable pour la Mauritanie, même si le match n'a pas lieu pour cause de Covid, est encore valable pour le match contre la Guinée-Bissau. Parce qu'aujourd'hui, on se glorifie d'être première nation dans le ranking FIFA en Afrique. Et donc, jouer avec une équipe comme la Guinée-Bissau, où j'ai beaucoup de parents d'ailleurs, je pense que jouer contre une équipe comme la Guinée-Bissau, là, il faudra gagner normalement et avec la manière. C'est-à-dire, si je dis avec la manière, moi, c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je refuse tout de suite de dire qu'effectivement, j'ai toujours dit que je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le fond de jeu, c'est des passes à 10. Pour moi, une équipe doit avoir une identité. Même s'il n'y a pas
Cristiano, il n'y a pas Sadio Mané, il n'y a pas Kalidou Koulibaly. À chaque fois qu'on voit le Sénégal jouer, on doit dire ah mais tiens, c'est le Sénégal qui joue. Mais le Mourinho, il joue comme ça. Pep Guardiola, il joue comme ça. Zinedine Zidane. Donc tous les entraîneurs ont une identité, ont une philosophie de jeu. Maintenant, si le Sénégal n'a pas de philosophie, si on doit faire du tenir, ça sera compliqué. Alors, Adama, oui, juste pour dire que c'est vrai que, juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, la gestion des clubs, peut-être pour les entraîneurs, est un peu différente de la gestion peut-être des équipes nationales. C'est vrai que quand vous prenez Aliou Cissé, ouais, on va me dire qu'il n'a jamais entraîné un club. Aujourd'hui, est-ce que c'est un match couperet pour lui? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, peut-être Aliou est... on a parlé des joueurs qui seraient peut-être dans leur zone de confort, mais est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de savoir aussi, est-ce qu'Aliou n'est pas non plus dans sa zone de confort? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure des rendez-vous avec le président de la Fédé, on se caresse dans le sens du poil, etc. On gère les choses entre amis, en tout cas cette cohésion, alors qu'il y a une certaine rigueur qui doit, en tout cas, sous-tendre cette gestion de l'équipe nationale de sorte que, lorsque les choses ne vont pas, pour moi, le président de la Fédé, c'est lui le président, c'est lui qui choisit le technicien qu'il met à la place de l'équipe. Il a le plein droit de l'appeler, discuter avec lui, lui dire « Ah, attention, il y a des choses... » Peut-être que ça a été fait, qu'on n'est pas au courant. Peut-être que ça a été fait, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais pour conclure, mais en attendant, il y a vraiment des choses à faire. Notre rôle, c'est de l'identifier. Parce que si ça a été fait, le discours que le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor, a tenu il y a une semaine ou 10 jours de cela dans un plateau de télé, je pense qu'il n'allait pas tenir ce discours-là. Oui, mais c'est son nom, il ne va pas... Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas... On ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Aliou Cissé a été plébiscité par la population sénégalaise. Aujourd'hui, on a l'impression que cette population est en train de le lâcher. C'est l'impression que j'ai. Hein. Je peux me tromper. C'est une réalité. De toute façon, il y a une forte remise en question. Okay, donc tout le monde est en train de remettre en question. Moi, je pense qu'Aliou, quand même, est trop tranquille même. Je pense que le seul coup de pression qu'il a eu à avoir, ça venait plutôt de la présidence. C'était lors des qualifications de la Coupe du Monde à la veille de ce match face au Cap-Vert, après la défaite au Burkina. Non, c'était un match nul. On a fait un match nul. Mais quand même, c'était un match nul qui faisait pratiquement perdre s'il n'y avait pas ce match à rejouer en Afrique du Sud. Là. Je pense que là, quand même, on nous a parlé d'une pression qui est venue du palais. Et quand même, ça se ressentait. Même dans le discours du ministre. Non, même le ministre des Sports est monté au créneau pour dire effectivement ce qu'il pensait de la gestion de l'équipe nationale. Ça se ressentait sur l'entraîneur. On le sentait sous tension. Mais là, bon, il est trop tranquille, sauf quand même. Non mais attention cher, ce que vous ne savez pas, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a 2 manches avec la Guinée-Bissau. Si le résultat n'est pas probant, et la tête de Aliou Cissé et la tête de la Fédération sénégalaise de football seront appris, mais non, seront réclamés. Là, ils le savent. Ils savent qu'aujourd'hui, que ce soit Aliou Cissé ou les fédéraux, ils jouent leur tête pour ces matchs-là. Parce que ce sont des matchs très importants. Bien, mais au-delà, parce que moi, je veux pas qu'on... Enfin, je ne me projette pas sur un scénario catastrophe où on ne serait pas contre... Pour moi, avec la Guinée, des équipes censées être plus faibles, le Sénégal les bat de manière généralement. Maintenant, il faut qu'on se projette au-delà de Sénégal-Guinée-Bissau parce qu'on va sortir de cette poule, on sera premier, on va continuer encore à nous dire premier classement au FIFA, etc. etc. C'est-à-dire qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs qu'on a reproduites lors des dernières grandes compétitions. Parce qu'aujourd'hui, ce que réclament les Sénégalais, justement, c'est de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut regarder les secteurs où ça ne marche pas, essayer de les rectifier. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur le secteur des ailes, il y a des soucis. On n'a pas de productivité probante. Comment régler ça au lieu de rester sur nos acquis ou de dormir sur nos lauriers? Je pense que c'est là où le débat doit se poser. Au-delà des matchs contre la Guinée-Bissau, après Eswatini, on va le recevoir, donc on va certainement les battre. Il y aura de grosses corps, les joueurs vont être contents parce qu'ils ont marqué, le coach va être content parce qu'il aura terminé premier de sa poule, mais et après? Je pense que c'est là où le débat se pose. C'est la grande question. Et si vous prenez l'exemple des sélectionneurs qui ont duré à leur poste,
deux références au pif comme ça, Fernando Santos du Portugal et Oscar Tavares de l'Uruguay. C'est des coachs qui soit ils ont remporté des trophées, soit ils ont été véritablement des orfèvres justement du développement du football endogène, surtout avec Oscar Tavares avec l'Uruguay. C'est juste pour justifier leur longévité. Maintenant, du point de vue du Sénégal aujourd'hui, la perspective dont vous parlez, oui, ça revient au débat que nous avions posé tout à l'heure, c'est-à-dire le choix des hommes, l'organisation tactique, etc. Aliou est là depuis bientôt 6 ans. Et effectivement, il a les moyens parce que le Sénégal, il faut le dire, il y a certains techniciens, ils te disent carrément que le groupe du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2018, lors de la CAN 2019, effectivement, le Sénégal quand même avait un potentiel tellement élevé qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et c'est en ça, justement, ce que dit Mam est tellement vrai que c'est arrivé. Avec Amara Traoré, même s'il ne veut pas l'admettre, son équipe a survolé les éliminatoires. On s'est vu trop beau, mais les gens disaient que non, cette équipe a d'énormes lacunes. Et ça s'est vu lorsqu'on a rencontré de grosses équipes à la CAN. Pareil avec Alain Giresse aussi, il avait fait de très bonnes éliminatoires. Il est parti, ils sont sortis au premier tour. Quand Imam Fatou, ils vont se qualifier, ils vont finir premier. On va se dire, voilà, on est bon. Alors qu'on va y aller encore avec nos lacunes. On ferme les yeux. Et après, c'est les mêmes désillusions. Bon, c'est vrai qu'Aliou Cissé, ce n'est pas Alain Giresse, même si Alain Giresse, en réalité, c'est la gestion de ces hommes qu'il a perdu. Non, mais Alain Giresse, quand même, c'est la gestion de ces hommes qu'il a perdu dès le premier jour, dès la première séance d'entraînement à Mongomo. Donc, il y avait complètement, l'équipe était complètement en lambeaux parce qu'il y avait une crise générationnelle. Des pros et des anti. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, par rapport à Aliou Cissé, je pense bien qu'il doit quand même revoir sa copie. Alors, on va terminer rapidement. Là, je vous demanderai votre avis. On va donner des informations avec Ahmad qui est candidat à sa propre succession. Il l'a annoncé et avoue avoir réfléchi longuement. Des réformes, il en a engagé plusieurs, mais des accusations aussi, il en a entendu. Malgré cela, l'actuel président pense pouvoir compter sur le soutien d'une majorité de fédérations. 46 sur 54, le Malgache considère que la Confédération africaine de football a besoin de stabilité. Thioro Mardiaye. Ahmad en veut encore. Le dirigeant malgache a annoncé sa décision de briguer l'an prochain un deuxième mandat. Il en a fait l'annonce sur son compte Twitter. Je vous remercie et vous exprime ma gratitude pour votre soutien et votre aide, a écrit Ahmad. L'élection à la présidence de la CAF doit se dérouler en mars 2021. Les postulants ont jusqu'au 12 novembre pour se déclarer. Ahmad assure avoir longuement réfléchi. Son premier mandat fut difficile, il le concède. Ses réformes ont parfois été critiquées et il a fait l'objet d'accusations de corruption, lui ayant valu une embarrassante garde à vue en juin 2019. Aucune poursuite n'avait été engagée contre lui, mais son arrestation avait à l'époque défié la chronique. Ahmad, qui avait succédé au Camerounais Issa Hayatou en 2017, a finalement fait le choix de briguer un second mandat en mars prochain. Il se dit certain d'obtenir le soutien des 46 des 54 fédérations affiliées à la CAF et ne doute pas de ses chances de l'emporter. Pour l'heure, il est le seul candidat. Un outsider sera-t-il tenté de s'opposer au président actuel? Réponse, le 12 novembre, date limite de dépôt des candidatures. Merci Thioro. Alors on va enchaîner avec le foot européen, ce qui s'est fait de mieux un peu partout, en Angleterre, en Espagne, en France bien sûr, et donc ça c'est l'affaire de Ibrahima Kane. En Italie, la vieille dame retrouve le chemin de la victoire. De retour, après quelques semaines de break en raison, arrache la victoire face à Udinese. Et c'est encore Zlatan Ibrahimovic qui frappe Udine, va revenir dans le match juste après le retour des vestiaires grâce à un penalty de Rodrigo de Paul. En France, le Paris Saint-Germain enchaîne une 7e victoire d'affilée, 3-0 contre Nantes samedi soir. Une belle victoire qui fait le bonheur de son entraîneur Thomas Tuchel. En Angleterre, c'est Chelsea qui enchaîne. 2 victoires en 2 matchs, 7 buts marqués, aucun encaissé. C'est plutôt une belle semaine que vient de vivre Chelsea. 3 jours après avoir corrigé les Russes de Krasnodar 4-0 en phase de poule de la Ligue des Champions, les hommes de Frank Lampard ont confirmé ce samedi sur la pelouse de Burnley 3-0 lors de la 7e journée de Premier League. Un succès qui permet aux Blues de remonter provisoirement à la 4e place du classement. Liverpool et Barcelone a fait match nul, 1 but partout.
Mené après une bourde de Neto, le Barça a sauvé samedi soir le point du nul contre Alaves. Le but de l'égalisation a été inscrit par Antoine Griezmann, qui était muet depuis le début de la saison. Voilà, c'est le dernier élément de ce magazine. Bon, peut-être un dernier mot d'au revoir pour Adama, Bakary et Cheikh Tidiane avant de nous quitter. Et merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de se retrouver et de discuter un peu de football et de sport en général. Adama? Toujours un plaisir de répondre à l'invitation de la maison. Voilà, un petit coucou au petit garçon, Pape Malik. Espérons avoir notre équipe nationale au complet, parce qu'actuellement en Europe, quand même, c'est des dizaines de contaminations par club. C'est extrêmement compliqué. La preuve, le Dynamo de Kiev, ils ont joué contre le Barça mercredi, ils ont 13 positifs. Ouais. Je pense que l'Ajax aussi se retrouve avec 11 joueurs, donc, je pense. Espérons que notre équipe sera au complet face aux Djurtus pour ce match extrêmement important avec cette pandémie. Sur la dernière fenêtre, c'était l'une des belles satisfactions. Ne pas avoir de cas dans notre équipe. Ça, c'était une bonne chose à mettre au compte de la fédération. Bakary. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, notamment Mor Harma et Ibou Diouf à la caméra, à la réalisation, bien sûr, Vieux Diouf. Et bien sûr, pour les reportages, Mamadou Ndiaye. Nous n'oublions pas Bayo au son aussi. Et Baïnias qui ce soir nous fait le privilège de nous accompagner, certainement demain de belles photos sur les réseaux sociaux. Excellente soirée et à lundi prochain, Inch'Allah. Au revoir.